Alors, donc, 29 présents, 3 procurations, une absence. Donc, le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Le rapport numéro 1, adoption du compte-rendu. Le Conseil est invité à adopter le procès-verbal de la séance du 5 mars 2021. Ce procès-verbal vous a été transmis en annexe à votre rapport. Y a-t-il des observations ? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 2, donc la zone d'activité concertée bas du Tevlav. Approbation de l'avenant numéro 2 à la convention de concession. Je vous rappelle que pour concrétiser cette zone d'activité concertée, la commune doit participer financièrement à l'opération pour un montant de 3 749 610 €. Cette participation est étalée sur les années 2018 à 2023. Les appels à participation annuels peuvent être négociés au vu des avancées du projet. Pour l'année 2021, les acquisitions foncières ayant pris du retard, je vous propose de revoir le montant des participations à la baisse. Ainsi, le montant de la participation prévisionnelle passe de 800 000 € hors taxes à 600 000 €. Elle est maintenue à 800 000 € en 2022 et forcément, il faut rattraper le retard et donc on va passer à 1 million d'euros en 2023. Y a-t-il des questions? Oui. Bonsoir tout le monde. Je vois que le projet est dans les papiers depuis 2018. Qu'en est-il effectivement de cet avancement de projet, s'il vous plaît? Oui, effectivement, donc c'est un projet qui traîne. Hein. Là, c'est même plus que de 2018. Oui, puisqu'il y avait des études antérieures. Ouais, il y a eu des études antérieures. J'ai l'impression que ça date de 10 ans, moi, ce projet. Ça date quand même de 10 ans. Moi, je me souviens au départ de cette étude. Enfin, si la question sur l'avancement du projet, donc, c'est cette question que tu poses là sur l'avancement du projet, nous, on est élus depuis juillet 2020, d'accord. Et moi, quand je suis arrivé, donc, j'ai souhaité, donc, avec mon équipe, redonner une avancée à ce projet. Mes prédécesseurs, il faut le dire, l'avaient un peu délaissé, hein, parce qu'il y avait d'autres priorités, d'accord. Et nous avons en effet des obligations, nous, en termes de logement. On en parle souvent par rapport à la loi SRU, par rapport aux logements sociaux. Et la ZAC nous permet d'être sur une programmation de 126 logements. D'accord? Donc, c'est 126 logements gagnés, puisqu'on paye aujourd'hui, donc, on paye une pénalité parce qu'on ne fait pas assez. Donc, ça nous permet de gagner 126 logements. Donc, moi, à mon arrivée, donc j'ai demandé à la SPL Grand Sud, donc qui est représenté ce soir par Monsieur Dest, d'accélérer les procédures pour aboutir à une programmation au plus tard en 2023. On a perdu beaucoup de temps, il faut y aller. Et parallèlement, je ne sais pas si vous avez dû être au courant, donc j'ai invité Monsieur le sous-préfet, donc là aussi je ne peux pas inviter tout le conseil, on est en période de crise sanitaire, donc on ne peut pas tout faire. Donc j'ai invité Monsieur le sous-préfet et ses services à venir sur le site échanger avec nous sur l'évolution de ce dossier. Et cette visite s'est faite le 18 mars, hein, c'est le 18 mars dernier. Nous avons notamment au cours de cette visite débattu de la participation financière de l'État à cette opération. Nous avons aussi débattu du positionnement des services et de la procédure en cours de modification du PLU, parce qu'il s'agissait soit de mettre ça, inscrire ça dans la révision du PLU, et la révision du PLU, ça prend beaucoup de temps, et on s'est dit, si on veut accélérer, allons juste modifier cette zone, et ça nécessite l'accord aussi des services de l'État, notamment de l'ADEAL. Et bien sûr, on a parlé aussi de la programmation en nombre de logements à ce moment-là, et je peux vous dire que les services de l'État, notamment le préfet, nous soutiennent dans cette démarche. L'objectif pour fin 2021 est à minima de conclure les accords des acquisitions foncières, parce que là aussi ça a traîné, on n'a toujours pas acheté le terrain, donc c'est en négociation, mais les choses vont plutôt bien dans ce sens-là. Donc acquisition foncière, c'est l'objectif.
pour fin 2021 et aussi de finaliser le dossier de financement FRAFRU, c'est-à-dire le Fonds régional d'aménagement foncier et urbain, pour ensuite approuver le dossier de réalisation de la ZAC. La commune a abandonné le forage en fin 2018, il me semble, de mémoire, et donc du coup ça a débloqué le dossier environnemental. Et puis l'autre problématique aussi, c'était la CEMADER qui travaillait sur les programmes de logements sociaux. Donc vous savez que la CEMADER a eu des soucis donc, de restructuration et donc elle a un peu perdu pied sur cette opération. C'est pour ça d'ailleurs que la municipalité a changé d'opérateur pour confier l'opération à la SHLMR. Voilà. Très bien, Monsieur Dess. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous propose, et je vous invite plutôt à approuver la passation de l'avenant numéro 2 à la convention de concession avec la SPL Grand Sud. Je vous invite également à approuver l'échéancier et le plan de trésorerie actualisé de l'opération et à m'autoriser, en mon nom ou en mon absence, le premier adjoint à signer toute pièce relative à cette affaire. Qui est contre ? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 3, ça concerne toujours la ZAC bas du Tevla. Cette fois-ci, c'est l'approbation du compte-rendu d'activité au concédant au 31 décembre 2020. Conformément à l'article 17.1 de la Convention de la concession entre la commune et la SPL Grand Sud, le concédant adresse chaque année à la commune, avant le 31 mai, pour examen et approbation, un compte-rendu d'activité au concédant. La synthèse de ce compte-rendu vous a été communiquée. Monsieur Dess, je vous laisse intervenir quand même avant de prendre les questions. Monsieur Dess. Donc le compte-rendu annuel au concédant donc, est présenté chaque année par le concessionnaire donc, au concédant. Il fait l'état donc de l'avancement financier, mais surtout de l'avancement des procédures, de l'avancement physique de l'opération, mais surtout parle aussi des prévisions. Et donc les prévisions pour 2021, ce sont les acquisitions foncières avec donc la mise en place de la procédure DUP. Donc je crois que c'est un point qui va arriver aussi à l'ordre du jour pour pouvoir donc maîtriser le foncier, lancer les travaux donc en 2022 et 2023 pouvoir commercialiser l'opération donc et vendre les terrains aménagés à la SHLMR pour qu'elle puisse donc ensuite construire les opérations de logement. Très bien, je vous remercie. Oui, une question au fond, oui, Madame Nicolas. Merci. Si on s'en tient à ce que vient de dire Monsieur Dess, je pense que c'est optimiste ce que vous veniez de dire juste auparavant d'une livraison sur 2023. Je pense que ce sera peut-être... Oui, oui. Ce que vous dites. Voilà. Sauf que c'est commencerait en 2023. Sauf que j'ai pas dit qu'il allait y avoir une livraison en 2023, mais que l'opération démarre réellement, physiquement en 2023. Elle pourra peut-être démarrer, oui, en 2023. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions? J'avais une question sur des précisions peut-être, puisque vous avez dit qu'on a remplacé la CEMADER par la SHLMR. Vous avez parlé de restructuration et qu'elle a perdu pied, mais plus précisément, est-ce que vous pourriez nous apporter des éléments un peu plus concrets que cela? Jeunesse. Je ne vais pas parler pour la CEMADER, parce que moi je ne suis pas le représentant de la CEMADER, mais donc ce qui s'est passé, c'est que la CDC, actionnaire principal, a demandé à la CEMADER de se recentrer sur son activité première, qui est celle de la production de logements et de la gestion de logements, parce que la CEMADER faisait beaucoup d'autres activités, et donc elle a dû se recentrer sur son activité principale. Voilà, mais je ne peux pas parler en lieu et place de la CEMADER. Je ne demandais pas de parler en lieu
organisent ce poste, peut-être Madame je sais pas. Non, pas particulièrement. C'était bien la réponse que vous apporte Monsieur Dess, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu ce recentrage demandé à la CEMADER. Et donc nous, on a réorienté l'opération vers la SHLMR. C'était pas dû à une question de un positionnement par rapport à la structure. Y a-t-il d'autres questions? Très bien, donc on va passer au vote. Oui. Comment? Ouais. Merci. Alors, il y a sur le point suivant, donc en dernier lieu, la présence d'une IEDF implantée sur le périmètre de la ZAC a nécessité une modification de programme dans sa partie basse. Peut-être serait-il bon de rappeler un petit peu la nature de la modification de ce programme. Monsieur Dess. Pardon, une question de Monsieur Rivière. Ça ira dans la suite de ce que vient de poser comme question Madame Lucas. Vous parliez tout à l'heure de négociations pour les acquisitions foncières. Est-ce qu'il y a un propriétaire majoritaire et des petits propriétaires, ou au contraire il s'agit surtout d'un seul propriétaire avec qui vous entrez en négociation? Dans cette zone-là, il n'y a qu'un seul propriétaire, un seul. Et là, comme on veut élargir donc la modification du PLU et aller un petit peu plus à côté, puisque vous savez, on possède une parcelle où était prévu à un moment donné une petite école, là, donc c'est cette parcelle-là, et en face, on a la possibilité, et là il s'agit d'un autre propriétaire, de pouvoir aussi modifier le statut de ce terrain pour justement compléter l'offre de logements sociaux. Et on vise surtout à ce niveau-là, donc une résidence pour les personnes âgées. Et donc si tout se fait, donc on aura un propriétaire principal et un autre petit propriétaire à côté. S'il vous plaît, il y a aussi poursuivre les négociations amiables. Les négociations en ce moment sont-elles de cette nature? Est-ce que c'est bien amiable ou pas? Oui. Avec le propriétaire? Oui, sur ce dossier-là. On verra après pour les expropriations. Oui, non, mais la propriétaire, elle est d'accord de vendre ces terrains. Il reste juste à définir le prix. Donc, vous connaissez, le propriétaire râle toujours un peu en haut et nous râle un peu en dessous. Et à un moment donné, il faudra trouver un juste milieu. Non, mais nous n'en sommes pas encore là, alors. Le milieu a été trouvé ou pas encore, ce juste milieu? La proposition a été déjà faite, elle était d'accord, sauf qu'elle veut revenir un petit peu dessus parce que les années ont passé. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, mais ça ne va pas être un obstacle vraiment au déroulement de ce projet. Peut-être une réponse sur la ligne électrique. Oui, sûr. Et par rapport à la modification de programme, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une ligne électrique qui s'est construite en partie basse donc, de l'opération. Donc, du coup, ça réduit le nombre de logements à construire puisque vous avez une servitude et que vous ne pouvez pas construire des logements en dessous d'une ligne électrique. Donc, il y a 20 logements qui sont donc été supprimés de la programmation. Et donc, d'où l'idée pour nous de dire allons trouver une zone à côté où on pourrait compléter. Et sur cette partie de terrain en face, comme je disais, on a une capacité de une cinquantaine de logements, 54 logements. Si on réussit à fédérer une résidence personnes âgées, c'est encore mieux. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? On va passer donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 4, ZAC Bas-du-Tevlav, approbation du dossier de déclaration d'utilité publique et du dossier d'enquête parcellaire. Procédure conjointe d'enquête préalable à la DUP et d'enquête parcellaire sur le périmètre concerné par l'aménagement. Je vous rappelle que des négociations ont été engagées avec l'ensemble des propriétaires concernés par le projet d'aménagement de la ZAC. La réalisation dans les délais impartis de l'opération nécessite de solliciter Monsieur le Préfet, l'ouverture d'une enquête conjointe de déclaration d'utilité publique et parcellaire. Je précise que ces procédures ne remettent pas en cause les négociations en cours. Nous sommes d'ailleurs régulièrement pour parler, comme je le disais tout à l'heure,
avec la propriétaire principale qui n'est pas opposée au principe de la vente. Le tout est de trouver un accord de prix. Il s'agit surtout de sécuriser juridiquement l'opération et en ultime recours. En cas d'échec vraiment des négociations amiables, nous on ne reculera pas, donc on va pouvoir recourir à l'expropriation. Mais on préfère préparer ça pour gagner en termes de temps, plutôt que d'arriver au dernier moment, dire non, ça va pas, on ne fait plus, etc. Donc on prévoit. Mais je ne pense pas qu'on va arriver à là. Les discussions sont plutôt positives, hein, donc les négociations. Je pense que M. Dess a déjà répondu sur cette partie, puisque vous avez anticipé donc, ce rapport. Merci. Là, au numéro 1, on parle au pluriel, hein, l'acquisition de parcelles au pluriel, y compris par voie d'expropriation. Vous dites qu'il y a des négociations amiables. Moi, j'entends parler de négociations qui se passent pas bien du tout. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'attendaient là, mais je n'ai pas pu, je suis arrivée juste à temps, à l'heure, donc je n'ai pas pu les rencontrer, qui contestent cette mesure d'expropriation. Et ma question est, dans la mesure où certains propriétaires feraient des procédures contradictoires, combien de temps cela entraînerait un report du projet? Je ne comprends pas cette question. Dès lors où on va sortir de ces contraintes sanitaires liées à la Covid, de pouvoir faire des réunions de quartier, d'informer la population de ce qui va se passer dans ce secteur. Et donc peut-être aussi donc, de répondre à leur inquiétude, si inquiétude il y en a. Oui, en effet, je pense que... Oui, en effet, je pense qu'il est important. Donc, visiblement, là, il y a de l'incompréhension. Certaines personnes pensent qu'elles seront expropriées peut-être à tort. C'est ce qui est visiblement en cours. Donc, il sera important d'écouter et de rassurer ces personnes si d'aventure elles viennent se manifester. Monsieur le maire, j'ai l'impression qu'on est en train de discuter d'un problème qui n'existe pas. Tout à fait. Je crois que les négociations sont en cours avec une personne. On parle d'une situation. Il n'y a pas lieu d'alimenter les fausses rumeurs non plus. C'est un problème qui est réglé. Il n'y a aucun problème dans cette affaire. Très bien. Non, je suis tout à fait d'accord. Donc, on va maintenant passer au vote de ce rapport. J'ai une dernière question quand même sur tous ces projets. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, est-il question de, en même temps que se feront ces projets, de procéder à la réhabilitation de l'habitat insalubre pour les quartiers alentours et au désenclavement? C'est prévu ou... Vous pensez au quartier PAC qu'on appelle, hein? Oui, les quartiers alentours. Donc ce quartier n'est pas du tout dans cette modification du PUD dans la ZAC, n'est pas comprise. Cependant, le problème majeur de ce quartier, on le connaît bien, c'est un problème de désenclavement, d'accord? Donc on a aujourd'hui reçu un propriétaire qui possède une grande parcelle dans cette zone-là. On est en pourparlers avec les bailleurs sociaux pour justement réaliser quelques logements sociaux et profiter de cette occasion pour pouvoir désenclaver totalement le quartier, que le chemin qui monte vers ce quartier puisse sortir par la route, par le chemin départemental un peu plus haut et donc répondre une bonne fois pour tout au désenclavement de ses habitants dans ce quartier. Quand il y a des travaux, de faire un petit peu en même temps pour pas qu'il y ait des travaux et que ça soit livré et que ça recommence après. Mais c'est deux opérations totalement différentes. Bien sûr, donc, évidemment. Là, on est sur la ZAC bas du Tevlav et le désenclavement de ce quartier fait partie de nos priorités. On l'a inscrit dans notre projet.
Et l'opportunité s'est ouverte à nous quand j'ai rencontré les propriétaires de ce terrain qui souhaitent éventuellement vendre à la collectivité ou des bailleurs sociaux pour pouvoir justement faire des aménagements nécessaires, apporter un certain équipement structurant dans ce quartier-là. Très bien, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 5. Donc, adoption du budget primitif 2021 concernant le compte principal. Je vais demander à notre adjointe déléguée aux affaires financières de prendre la parole et donc d'exposer ce compte principal. Madame Baïf. Monsieur Desc, je vous remercie. Donc, bonne route. À bientôt. Merci, Monsieur le maire, de me donner la parole. Chers collègues, bonsoir. Alors, concernant ce budget primitif 2021, le compte principal s'inscrit donc dans le droit fil des dernières orientations budgétaires sur lesquelles nous avons eu à débattre lors du dernier conseil municipal. En dépenses, nous sommes, vous le savez, toujours soumis à une contrainte de maîtrise de l'évolution de nos dépenses de fonctionnement. Il est également nécessaire pour nous de conforter notre épargne nette et corrélativement le prélèvement au profit de la section d'investissement. Nous avons néanmoins à cœur de faire le choix de continuer à soutenir les associations locales, à continuer à offrir à la population des actions, des animations culturelles et sportives, bien entendu en prenant compte du contexte sanitaire actuel. Il nous faut aussi continuer également notre politique d'amélioration du statut du personnel communal lié bien sûr avec les départs en retraite. Concernant les recettes, nous avons une section de fonctionnement qui est nettement marquée par une relative stabilité des dotations de l'État et des recettes de l'octroi de mer. Je vous dirais que les recettes d'octroi de mer cette année est une somme intéressante pour nous puisqu'elle est calculée sur l'année N-2 et en 2019 nous avons eu un taux d'investissement de plus de 11 millions, ce qui aujourd'hui nous est complètement bénéfique concernant l'octroi de mer. En termes de fiscalité, nous avons toujours cette volonté politique de maintenir les taux intacts pour 2021. Les taux qui, je vous rappelle, sont quand même les plus bas de notre département parce que nous devons absolument préserver le pouvoir d'achat donc de nos ménages. Ainsi, le budget 2021 s'établit donc à la somme de 21 894 697 €, tant en dépenses qu'en recettes. C'est un budget qui est en diminution de 1,03% par rapport à 2020, avec les évolutions suivantes pour les deux sections. Une section de fonctionnement qui est en augmentation de 5,79%, et qui s'élève donc à 15 11 053 €. Et une section d'investissement qui est en baisse de 13,23%, avec un montant de 6 883 644 €. Alors, l'élaboration du budget s'est voulue relativement exhaustive sur la plupart des chapitres, au fin de couvrir le maximum de la dépense annuelle. L'objectif étant de préserver et diminuer ainsi autant que possible le montant de l'appel à l'emprunt. Nos perspectives financières montrent que la commune doit toujours concentrer ses efforts sur le confortement de son épargne nette via la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, même si les efforts que nous avons faits jusqu'à maintenant étaient considérables et que nos marges de manœuvre sont malgré tout limitées. Cette épargne nette, cette année, s'élève à plus d'1 million, alors que l'année dernière, il n'était que de 300 000 €. Et je profite d'ailleurs de cet instant qui m'est donné pour saluer les efforts faits par le personnel
dans cet exercice de maîtrise des dépenses de fonctionnement. En effet, chaque chef de service a été destinataire d'un courrier leur demandant de nous proposer des pistes d'économie. Tous les chefs de service ont répondu. Maintenant, je veux les remercier parce qu'ils vont devoir mettre en œuvre toutes ces pistes d'économie possibles. Nous avons par ailleurs reçu la plupart des notifications de dotation. Il n'y aura certainement pas de possibilité d'ajustement des recettes de fonctionnement. Il nous faudra donc absolument rester dans le cadre qu'on se sera fixé, c'est-à-dire limiter les dépenses qui seront prévues et votées. Le seul poste qui serait amené à évoluer est celui du produit de la taxe foncière, puisqu'à ce jour, nous n'avons pas les bases prévisionnelles. Nous proposerons pour ce budget de reconduire le produit de 2020, mais d'ici le 15 avril, nous serons amenés à nous prononcer sur ces taux par une décision modificative. En matière d'investissement, comme décidé lors des orientations budgétaires 2021, est consacré essentiellement, en termes de travaux, à la construction du centre technique municipal, à la restructuration de l'école maternelle de Ravine-Sèche, à la mise en œuvre d'un chauffe-eau solaire de grande capacité sur la cuisine centrale, à la poursuite des travaux d'accessibilité des locaux communaux, à la poursuite des divers travaux de modernisation du patrimoine routier. Ensuite, nous aurons également les échéances pour le portage foncier confié à l'EPFR et les acquisitions donc liées à ces différents portages. Nous aurons également la participation au bilan de la ZAC du Tevlav que nous avons vu tout à l'heure et plusieurs études. Alors effectivement, beaucoup d'études pour cette année 2021, je vais vous les citer. Des études pour la faisabilité de la ruelle Carméry, la rénovation thermique des écoles, la couverture du plateau sportif du Tevlav, la construction du gymnase, la création d'espaces ombragés dans les établissements scolaires, la réhabilitation de l'hôtel de ville, la redynamisation du centre-ville, la réhabilitation du pôle intergénérationnel du centre-ville. Maintenant, en termes d'achat, il nous faut bien sûr programmer l'acquisition de divers matériels techniques, du matériel informatique et le mobilier dans les écoles qui nous devons à chaque fois renouveler. Alors, pour financer donc toutes ces opérations, outre les subventions que nous avons, nous allons quand même prévoir de faire un appel à l'emprunt d'un montant de 1,5 million. Bien entendu, nous continuerons au fil des mois à essayer de trouver des financements pour essayer d'amoindrir donc ce taux d'emprunt, pour faire en sorte que que notre taux de désendettement se stabilise à 8 années. Et là, je tiens quand même à vous rappeler qu'en 2019, la commune avait un taux de désendettement qui est monté jusqu'à 17 années. En 2020, il est passé à un peu moins de 7 années de désendettement, 6 années 9, je crois. Donc, l'objectif pour nous, en 2021, et d'ailleurs pour les années à venir, c'est de ne pas dépasser le seuil de 8 ans de taux d'endettement. Non, pas de taux. De désendettement, pardon. Donc, en conclusion, je dirais que nous continuons nos efforts en faveur de l'amélioration du cadre de vie de la population, tout en veillant à ne pas la pressuriser fiscalement. Il nous faut donc gérer nos dépenses avec beaucoup de rigueur. Ce n'est qu'au prix d'une vigilance accrue dans le choix de nos dépenses que nous saurons faire face aux exigences de notre territoire, tout en respectant la volonté municipale de maintenir la fiscalité à son niveau actuel. Voilà, mes chers collègues, monsieur le maire, ce que je souhaitais vous dire concernant ce budget. Je pense que madame Dijoux, notre DGS, vous apportera plus de précision en termes de chiffres. Je vous remercie. Des précisions, bien sûr, chiffrées sur ce budget. Voilà. Bien, donc moi pour ce qui me concerne, je vais vous redonner surtout donc le détail de
de vos chapitres, avec quelques évolutions quand même. Donc, un budget de 21 894 000. Avec les évolutions, Madame Baïf les a rappelées tout à l'heure, plus 5,79 pour le fonctionnement et moins 13,23 pour l'investissement. En termes de comparaison de budget à budget par section, on a donc une section de fonctionnement en légère hausse, ce qui permet de conforter l'autofinancement, et on a une section d'investissement qui est en légère baisse, du fait d'une année consacrée surtout à la réalisation d'études. Alors, dans le détail de vos différents chapitres, en recettes de fonctionnement, vous avez donc au 013 34 271, c'est le remboursement des assurances pour le personnel. Au chapitre 70 659 035, cela concerne toutes nos redevances d'occupation du domaine, les tarifications cantines ou encore les remboursements de subventions du CCAS. Au chapitre 73, impôts et taxes, 10 602 323, ce sont les produits des impositions directes, l'octroi de mer et la taxe sur les carburants. Au chapitre 74, 3 662 587, ça correspond à la dotation forfaitaire, à la participation sur les contrats aidés et les participations de la CAF pour la restauration scolaire ou encore les centres de loisirs. Au chapitre 75, 18 915, ce sont les produits des locations immobilières. Au chapitre 042, 33 922, ce sont l'amortissement des subventions d'investissement. En ratio de structure, donc les recettes, donc vous l'avez compris, elles sont essentiellement composées d'impôts et taxes pour 70%, et les participations de l'État représentent 25%. Le détail de votre article impôts et taxes, donc vous avez l'octroi de mer qui occupe la majeure partie pour 43%, les taxes foncières représentent 16%. En ce qui concerne les dotations et participations, donc comme les années précédentes, donc la baisse de la part du remboursement sur le contrat aidé continue à nous impacter fortement sur ce chapitre, puisque maintenant nous sommes à 5% de recettes liées au remboursement sur les contrats aidés. Voilà pour les recettes de fonctionnement. Pour les dépenses, donc vous avez au 011, ce sont nos charges diverses courantes pour 2 643 081 euros. Au 012, 9 2 608, ce sont les dépenses de personnel. Au 65, 1 229 694, ce sont les contributions aux SDIS et la subvention aux CSAS et les subventions aux associations. Au chapitre 66, 235 158, ce sont les intérêts de la dette. Au chapitre 67, ce sont les petites bourses qu'on donne à nos élèves. Au chapitre 023, virement à la section d'investissement, c'est le prélèvement au profit de la section d'investissement. Il est à 1 047 000 et donc Mme Baïf l'a souligné tout à l'heure, nettement beaucoup plus important que l'année dernière puisque nous étions à 354 000. Donc l'effort est important et ça vous permet de financer correctement votre section d'investissement. Au chapitre 014, 295 000, c'est la contribution qu'on le donne à la Civis pour le transfert de charges et aussi les pénalités qu'on paye pour la loi SRU. En termes de ratio, donc pareil, vos dépenses de personnel, vous voyez qu'ils représentent la majeure partie puisque c'est 67%. En termes de coût net de dépenses, si on enlève donc le remboursement de l'État sur les emplois aidés, la charge nette de personnel est de 60,85%. Et les charges générales représentent à peu près 20% de votre budget. Là, je vous avais remis le tableau donc, pour bien vous montrer notamment l'augmentation du prélèvement. Voilà, pour les dépenses de la section de fonctionnement. En investissement, les recettes, vous avez au 021 1 047 612. Donc là, c'est les recettes du prélèvement sur la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement. Au chapitre 10, 810 000, ce sont les recettes escomptées sur la récupération de TVA.
Au chapitre 13, 2 125 109, ce sont les subventions d'investissement, notamment sur le centre technique municipal, sur l'équipement de la salle Georges Brassens, sur les travaux de l'école maternelle de Ravine-Sèche. Donc ces subventions sont acquises, notifiées. Au chapitre 16, 1 500 000, c'est l'enveloppe prévisionnelle d'emprunt auquel faisait référence Madame Baïf et sur laquelle on va essayer en cours d'année de la diminuer encore, puisque nous avons encore la possibilité de solliciter des subventions et ça viendra en diminution sur ce chapitre pour maîtriser l'endettement de la collectivité. Au chapitre 040 542 900, ce sont l'amortissement des immobilisations. Les opérations patrimoniales, 200 000, ce sont les avances sur les marchés. Et enfin, au 024, produits de cession, c'est les recettes d'une vente de foncier, notamment celui du centre commercial. Les fonds ont été versés en janvier. Voilà pour les recettes. En termes de structure, donc vous voyez que vos recettes d'équipement, c'est-à-dire vos subventions d'investissement et vos emprunts représentent 52% du financement de l'investissement. Vos ressources propres représentent 21% et les opérations d'ordre 23%. Donc si on compare de 2014 à 2021, donc la ligne bleue foncé vous montre bien donc la nette hausse de l'autofinancement. Vos subventions passent à 30%, l'emprunt à 21% et le prélèvement 15%. Voilà pour les recettes. Pour les dépenses d'investissement, donc au chapitre 16, vous avez 1 070 000, ça correspond au remboursement du capital de la dette. Au chapitre 20, 221 000, c'est l'acquisition notamment des logiciels. Il y a aussi inscrit sur ce chapitre le lancement de l'étude de redynamisation sur le centre-ville. Au 234 965, c'est la part que l'on doit payer au département pour les travaux sur les trottoirs rue de l'église et la participation que l'on doit au CIDELEC pour la réfection des points lumineux. Au chapitre 21, 1 27 858, c'est là essentiellement des acquisitions de matériel et mobilier divers. Au chapitre 23, ce sont vos travaux, 3 438 979, donc le détail vous a été communiqué, je ne reviens pas dessus. Au chapitre 27, 631 920, c'est la participation pour la ZAC et le portage foncier. Au chapitre 26, 25 000 euros, c'est les actions auprès de la SPL Eden. Le 0,40, c'est l'amortissement des subventions. Le 0,41, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on retrouve en dépenses comme en recettes, ce sont les avances sur les marchés. En termes de structure donc, des dépenses, donc, les études, acquisitions et travaux représentent 84% de vos dépenses et le remboursement de la dette environ 16%. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, madame la DGS, pour ces précisions chiffrées sur le budget. Y a-t-il des questions ? Bonsoir à tous. Dans le chapitre des dépenses, les détails des dépenses de fonctionnement, madame la DGS parle des pénalités par rapport à la loi CRU. Donc il s'agit de pénalités parce que la commune n'a pas fait suffisamment de logements sociaux. Je voudrais savoir précisément quel est le montant de cette pénalité et qui récupère cette somme. Merci. Alors, donc là, il s'agit de la loi SRU 1, donc, qui impose à certaines communes d'avoir un minimum de logements sociaux, entre 20 et 25%. Pour nous, aux avirons, c'est 25% et on en est à 12,5%. Donc forcément, les communes qui n'atteignent pas l'objectif souhaité sont bien entendu, se voient en tout cas appliquer une pénalité. Et cette pénalité, pour nous les avirons, elle est de 90 000 euros. Si on continue à ne pas atteindre nos objectifs, la menace qui tombe sur nous, c'est que cette pénalité soit multipliée par 5. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, c'est 90 000 euros. On aurait bien aimé avoir cette somme dans nos comptes. Donc, il faut payer cette pénalité. Et donc, la question, donc, c'est que c'est cette pénalité, où elle va ? Cette pénalité, donc, ces pénalités donc, que l'ensemble des communes payent, celles qui n'atteignent pas les objectifs, sont perçues ici à La Réunion par l'établissement public foncier, donc le PFA.
Et le PFR réaffecte ses fonds vers le social, vers les logements sociaux. Donc tout d'abord, elle cherche à financer donc l'acquisition foncière et immobilière en vue donc de la construction de logements sociaux, mais aussi elle finance l'acquisition foncière à un prix moindre, c'est-à-dire qu'avec un taux très bonifié. Et donc quelque part, si on se lance dans ces opérations de construction de logements sociaux et qu'on travaille avec le PFR, quelque part, on récupère cette pénalité. Mais si on ne travaille pas, on ne la récupère pas, évidemment. Le rapport numéro 11, qu'on verra dans un instant, où il est question, je crois, du portage financier d'un acte d'achat qu'on veut faire au centre-ville, donc d'un portage foncier avec le PFR. Il faut savoir que le frais de portage, donc les frais financiers liés à ce portage-là que le PFR mène, il est de 0,75%. Donc c'est vraiment un taux très bas. Et si on devait faire un prêt ailleurs pour acheter ce bien, eh bien on serait autour de 2-3%. Vous comprenez qu'en faisant ces opérations, tout le système est fait pour que il y a une pénalité. La pénalité, ça ne va pas enrichir l'État. L'État met ça dans les mains de l'EPFR. Nous, on demande à l'EPFR de porter certains projets parce qu'on n'a pas les moyens financiers et donc ils nous revendent, ils font le portage à des frais quasiment, je veux dire, ils achètent un, ils nous revendent un, quasiment un, donc le taux est vraiment faible. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien. Y a-t-il d'autres questions concernant donc ce budget? Monsieur le maire, je voudrais apporter une petite remarque positive. Malgré l'audit que vous avez réalisé en début de mandature, vous laissez apparaître des finances particulièrement désastreuses. Vous avez cependant mis en place un pilotage, une trajectoire d'effort qui aujourd'hui porte largement ses fruits. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien préciser. Il faut donc comprendre que le ratio de désendettement qui était de 17 ans, il est passé à 7 ans. Et ça, c'est quand même important. Cela prouve que le pilotage de ce budget est particulièrement maîtrisé. On peut donc acter une gestion sérieuse de nos finances et qui présente une mandature axée sur un programme économique probant pour tous les environnés. Encore félicitations, monsieur le maire, ainsi qu'à tout le conseil municipal. Merci beaucoup, chers collègues. Il faut quand même rester prudent, hein, parce que on voit bien les marges de manœuvre sont étroites. Effectivement, on s'est un peu serré la ceinture, mais je l'avoue aussi. Donc, on l'a dit lors des orientations budgétaires, on a parlé. On a réussi à faire des efforts parce qu'on a demandé aux services de le faire. Ils ont commencé et effectivement, donc, ils vont poursuivre ces efforts d'économie à tout niveau. On a pu faire aussi des économies, et il faut se mettre à l'évidence, c'est aussi par rapport à cette crise Covid, hein, qui nous a empêché de réaliser un certain nombre d'actions et donc du coup on n'a pas dépensé. Donc ça aussi, ça a contribué fortement à permettre justement ces résultats. Donc il faut quand même rester modeste et toujours avoir en tête cette trajectoire d'équilibre qu'il ne faut pas sortir de là, notamment sur le budget de fonctionnement. Donc on a fixé des objectifs, on va essayer de se tenir. Les contrats aidés, on a envie de prendre des contrats aidés, on en a besoin. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'État ne nous soutient pas suffisamment, alors qu'il nous avait soutenu à hauteur de 90% sur ces contrats. Aujourd'hui, ça tombe à 50%, ce qui représente à peu près l'équivalent d'1 100 000 € de moins, hein, de recettes. Et donc, pour une petite commune comme la nôtre, c'est très compliqué. Bon, ça démontre en tout cas qu'on essaye de rester dans cette trajectoire d'équilibre et que les marges de manœuvre sont quand même très étroites. Y a-t-il d'autres questions? C'est pour cette raison, monsieur le maire, que
Durant toute la campagne, nous avons mis en avant l'attractivité économique. Je pense que pour la ville des Avirons, c'est quelque chose de majeur que de faire en sorte d'apporter à la ville, disons, une partie économique importante. Vous savez très bien qu'un tissu industriel, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il faut que monsieur le préfet accepte aussi qu'au niveau des logements sociaux, il faut qu'il accepte aussi qu'on commence à faire de la finance pour pouvoir financer tout ça. Voilà, moi je dirais plutôt l'attractivité économique du territoire. Et cet après-midi, on était convoqués, on peut appeler ça comme ça, convoqués par la commission cette fois-ci nationale sur le logement, qui nous a interrogés un peu sur les orientations qu'on a prises. Est-ce qu'on sera dans les objectifs fixés par la loi SRU? Parce que si là on ne l'est pas, ça va être une pénalité qui va être multipliée par 5. Donc, sincèrement, je trouve que cette discussion cet après-midi, en début d'après-midi, donc avec la Commission nationale, ça s'est très bien passé. Et j'ai profité de l'occasion pour leur dire que les Avirons étaient un petit territoire, 26 km², le deuxième plus petit territoire de la Réunion après le port, et qu'on a des fortes pentes. Donc on ne peut pas construire n'importe où, on n'a pas trop de possibilités, et que là-haut, on nous dit il y a les petits oiseaux, il y a les plantes qu'il faut protéger, il ne faut pas y aller, c'est le parc national, c'est tout ça, et qu'en bas, il y a la réserve marine, les 100 pas géométriques, on ne peut pas faire n'importe quoi, et des deux côtés, il y a des ravines, donc avec ça, il faudrait peut-être qu'ils revoient un peu les objectifs qu'ils ont donnés à cette petite commune rurale, parce que si on veut concilier à la fois les logements sociaux, mais aussi une certaine mixité fonctionnelle, parce que les gens ont besoin de trouver des commerces, ont besoin de trouver des entreprises pour pouvoir aussi avoir un emploi, une certaine qualité de vie, un environnement agréable où on trouve de tout. Eh bien, il faut libérer aussi un peu de foncier pour cette attractivité de notre territoire. D'autres questions? Bonsoir. Je reviens sur ce qu'a dit Madame Baïf. Elle a cité que des efforts ont été demandés à chaque chef de service au niveau de la municipalité. J'aimerais savoir concrètement quelle est la nature de ces efforts et comment ça se voit tous les jours. Alors, ces efforts ont été donc demandés à tous les services, effectivement. Il est difficile à moi de tout vous lister, mais je vais quand même vous donner quelques pistes. On a déjà fait un audit, par exemple, sur tout ce qui est photocopieur de la commune, pour essayer de mutualiser tout ce qui est photocopie, en demandant aux services, par exemple, d'éviter de faire des copies inutiles. D'accord ? On a revu tous nos contrats nos abonnements, que ce soit les abonnements téléphoniques, les abonnements EDF. On a demandé au personnel qui travaille sur l'entretien, et particulièrement l'entretien des écoles, d'éviter le gaspillage. Et à ce titre, on est en train de travailler sur la possibilité d'intégrer un groupement de commandes via l'intercommunalité pour effectivement avoir des tarifs beaucoup plus intéressants en termes d'achat de produits d'entretien, par exemple. Là, j'ai une proposition faite, par exemple, par la cuisine centrale, où il nous a listé toutes les préconisations qu'ils vont mettre en place. Je vais vous lire certaines. Vérification de l'extinction des lumières des bâtiments, contrat de maintenance mis en place pour éviter souvent des grosses dépenses sur les entretiens des machines, optimisation des achats à partir d'un logiciel de production culinaire. Enfin, c'est plein de petits détails que chaque service nous a fait part et qui s'attacheront à mettre en place. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Je voudrais peut-être juste aussi dire que dans le cadre du développement durable, donc
notre adjoint Fredo Ferrer qui fait un travail intéressant sur le développement durable et donc il y a tout un travail qui est fait sur l'éclairage public où on est en train de remplacer les lampes qui consomment haute consommation par des LED. Et donc ça va réduire drôlement notre consommation électrique. Et tout à l'heure, il a été question aussi donc, de dire que comme investissement qu'on va faire aussi, c'est de mettre un chauffe-eau sur la cuisine centrale. Vous savez que sur la cuisine centrale, il y a 2 ballons d'eau chaude. Ces 2 ballons font l'équivalent de 7000 litres. Vous imaginez simplement chauffer 7000 litres d'eau avec de l'électricité, qu'est-ce que ça peut représenter comme consommation annuelle? Et donc, notre ami Piero Cantina travaille avec le CIDELEC là-dessus. Et donc, très prochainement, j'espère qu'on aura donc, ce chauffe-eau-là. Donc, on aura de l'énergie naturelle, de l'énergie solaire pour chauffer cette eau. Voilà, donc il n'y a pas de petites économies. On continue ce travail-là. On essaye de donner de la rigueur et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Très bien, donc je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de procéder au vote sur le niveau du vote. Je propose que ce vote se fasse par chapitre. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Maintenant, sur le vote du budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va passer maintenant au vote des subventions aux associations inférieures à 23 000 €. Et pour cela, je vais donner la parole à notre adjoint qui a en charge le culturel et l'associatif, Monsieur Fabrice Payette. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, le vote a lieu subvention par subvention. Préalablement, je vous informe que la commune a structuré en interne l'instruction des demandes de subvention des différentes associations. Un comité composé de responsables et élus concernés a été constitué. Ce comité examine le respect de la réglementation par chaque association, mais aussi son fonctionnement. Des réunions seront également organisées en cours d'année pour s'assurer du bon emploi des fonds attribués par la collectivité. Je vais lister subvention par subvention. S'il n'y a pas d'observation, le vote est considéré comme acquis. Je vais, juste avant, je vais rappeler aux conseillers municipaux adjoints que si vous êtes concerné par une association qui va percevoir ce soir des subventions, de quitter la salle, de lever la main. On va prendre le temps nécessaire pour que vous puissiez quitter la salle au moment de ce vote et puis vous allez rentrer juste après. Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est bon. L'ASCA, Association sportive et culturelle des Avirons, 1 000 €. Association sportive de pétanque du Tevlav, 1 100 €. Oui, attendez. Amical Fitness Aviron, 800 €. Amical Tevlav Pétanque, 1 000 €. Association Tibule Créole, 1 500 €. Association Roulé Monts-Aviron, 8 000 €. Association Alors, 1 000 €. Association Basket Club, 12 000 €. Association Ève, 300 €. Association Évolution, 200 €. Association Gym Aviron, 500 €.
Association l'Axe, 15 000 euros. Association Le Petit Théâtre de l'Épouvantail, 800 euros. Association Nippon Kempo, 500 euros. Association Run Altitude, 3 000 euros. Association sportive du lycée, 600 euros. Aviron foot vétéran, 1000 euros. Aviron squash, 300 euros. Convention. Il y a des associations qui dépassent les 23 000 euros, donc ça fera l'objet juste après d'une convention. Bon accueil au Tevlav, 3 000 euros. Club Les Amis, 3 000 euros. Compagnie Pied de Nez Rouge, 300 euros. Cosma, 8 000 euros. École de musique des Avirons, 1 500 euros. Jedon, 500 euros. Jeunesse multisport avironnaise, 300 euros. Jeunesse sportive culturelle du Tevlav, 7 000 euros. Judo Club, 3 000 euros. Cospadando, 500 euros. Raid Aventure 974, 500 euros. Tennis Club Aviron, 2 000 euros. Association Tolérance, 2 000 euros. Union sportive du Tevlav, 10 000 euros. L'UCEP, 4 000 euros. Monsieur le maire. Très bien. Donc, merci pour ces votes. Alors, la partie, c'est bon. Alors, le rapport numéro 6. Non, mais pour les associations au-dessus de la convention, c'est où? C'est après. D'accord. Donc, on termine sur les budgets. Après, on va revenir sur les associations pour ceux qui perçoivent au-delà de 23 000 euros. Donc, le rapport numéro 6. Donc, budget primitif 2021 de la régie funéraire. Je vais demander à notre adjointe chargée de la proximité, Madame Lanclume Reine-Claude, d'exposer ce rapport. Bonsoir. Merci, Monsieur le maire, de me donner la parole. Dans ce rapport concernant la régie funéraire, il est proposé de maintenir le même niveau de service, soit un budget de 4 500 euros. Avant de passer aux questions, je souhaite, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, profiter de cette occasion pour remercier ma prédécesseure, Madame Gladys Marchand, pour le travail accompli durant ces 6 dernières années auprès des familles avironnaises. Au moment du vote du budget primitif, et bien que toutes les dépenses ne sont pas mesurables, je tiens à souligner le travail et les efforts faits par le service funéraire pour offrir aux familles un service de qualité. Pour ma part, et dans le cadre de la délégation que vous m'avez confiée, Monsieur le maire, je tiens aussi à dire que j'attache une importance particulière au maintien de ce service de proximité avec les familles et je fais de cet objectif une priorité. Je vous remercie. Très bien. Merci pour ce clin d'œil à notre prédécesseur, comme vous le dites, donc Gladys Marchand. Alors, y a-t-il des questions sur ce budget? Pas de questions. Je vous propose
sur la fixation du niveau de vote. Là aussi, je propose que ce vote ait lieu par chapitre. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, sur le vote même du budget, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Rapport numéro 7, attribution d'une subvention, convention partenariale 2021. Il s'agit d'attribuer une subvention de 50 000 € au club de football OCA. Le montant étant supérieur à 23 000 €, une convention doit être également signée avec le club. Vous faites partie du club, vous attendez, au moment du vote, vous pourrez y sortir. Donc, je vais pour cela passer la parole à notre adjoint, le premier adjoint, donc qui est aussi la délégation du sport. Monsieur Alphonse Poirot, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Effectivement, il convient de rappeler que le club touche 243 licenciés. Par conséquent, la commune considère que les objectifs du club, à savoir la pratique et le développement du football, la formation des encadrants, la formation, l'insertion et la socialisation du jeune, ce sont des objectifs qui contribuent aux politiques publiques d'éducation, d'intégration et de vie sociale. En ce sens, l'activité doit être soutenue. La subvention communale ne constitue qu'une aide à la réalisation de l'activité, environ 40% du budget de l'association. Il est en effet important de souligner que l'association sait trouver d'autres sources de financement. C'est là un gage d'autonomie et de dynamisme associatif. Voilà, Monsieur le maire, pour le club OCA. Je vous remercie, Monsieur le Premier adjoint. Avez-vous, à l'élu qui est intéressé dans cette association, donc de sortir pour qu'on puisse délibérer? Alors, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 8 concerne Aviron Jeunes, attribution d'une subvention convention partenariale 2021. La subvention proposée de 50 000 €. Je demanderai à l'intervention de Jean-Daniel Denmont, délégué à l'action sociale et au temps libre, de jouer l'avocat de cette association ce soir. Merci, Monsieur le maire. C'est une association qui est implantée donc sur le territoire communal depuis 1996, plus précisément janvier 1996, qui a commencé au départ avec du volley-ball et qui s'est inscrite dans le développement local de notre territoire. C'est une association l'association Aviron Jeunes, donc au travers de ses activités, telles que, comme je le disais, le volley-ball, de loisirs, l'organisation d'une activité musique, casa lire, l'accompagnement scolaire à travers le dispositif classe financé par la CAF, classe contrat local d'accompagnement scolaire, qui fait un travail remarquable d'ailleurs, comme d'autres associations sur le territoire également. Il y a aussi le maintien du dispositif Casalir, l'organisation de la garderie périscolaire. C'est d'ailleurs Aviron Jeunes qui a été à l'initiative de ces garderies sur le territoire communal dans les écoles du centre-ville. Et puis il y a la gestion de Cybercase depuis 2003. Eh bien, cette association concourt également au développement économique, social et culturel et sportif du territoire. Et en ce sens, donc, la commune ne peut qu'apporter sa contribution et son concours. La subvention proposée représente environ 30% du budget prévisionnel de l'association. Un travail est enclenché avec l'association pour qu'elle renforce son autonomie d'action, notamment dans la recherche d'autres partenaires financiers. S'agissant de la garderie périscolaire, un travail est en cours pour amener l'association à offrir le service sans mise à disposition de moyens humains communaux. La commune propose
d'abonder financièrement la subvention traditionnellement octroyée à l'association pour l'accompagner justement dans cette démarche. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Jean-Daniel Dedmont. Donc, avez-vous des questions à poser? Alors, on va passer au vote. Il n'y a personne qui est concerné par cette association. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 9, adoption du tableau des emplois, mise à jour. Je demanderai donc à notre premier adjoint Alphonse Soireau, qui est aussi délégué au personnel communal, de nous exposer ce tableau des emplois mis à jour. Merci, monsieur. Voilà, le micro est branché, ça va mieux. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit d'arrêter le tableau des emplois global de la collectivité. Ce tableau prend en compte les différentes modifications intervenues en cours d'année. Vous avez en annexe à votre rapport le tableau des emplois permanents et non permanents. Sur le tableau des emplois non permanents, le différentiel entre les effectifs créés et les effectifs pourvus s'explique par la nécessité de jongler entre les typologies de contrats temporaires, ATA ou ASA, mais aussi par les postes d'animateurs CLSH, qui ne sont pourvus que ponctuellement. Au total, nous sommes sur 176 postes pourvus sur les 244 créés. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup pour ces précisions. Y a-t-il des questions? On va passer au vote donc sur l'adoption donc des emplois qui... Oui, si vous... Sur les effectifs qui concernent la filière administrative, il est dans le deuxième paragraphe, il y est indiqué qu'il y a 8 emplois effectifs budgétaires et en emploi pourvu, il n'y a que 3. Alors, je ne comprends pas très bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer si ces emplois budgétaires il y a des crédits en face ou s'il n'y a pas de crédit, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Madame la DGS, je vous laisse le soin de répondre à... Oui, Madame Lebon pourra abonder éventuellement ce que nous avons à dire. Déjà, première remarque, vous avez 2 postes dans ce tableau, directeur de CCAS, directeur par intérim, qui ont été créés. Le directeur de poste par intérim a été créé au dernier conseil, donc il n'y a que la création, il n'est pas pourvu encore. Le poste de directeur de CCAS, actuellement, il est vacant. Nous avons lancé une déclaration de vacances, donc c'est normal que vous l'avez en effectif budgétaire, donc ça vous fait déjà -2 à la louche comme ça. Après, qu'est-ce qui nous manque? Directeur de com, nous n'avons pas de collaborateur de cabinet. Voilà. Donc c'est normal que vous vous retrouvez avec 8 créés et 3 pourvus. Non, non. Sauf pour les 2 postes budgétés, c'est celui de directeur de CCAS, ça c'est budgété. Voilà. En fait, on a créé le poste de directeur par intérim parce qu'en fait, on a voulu jongler sur la vacance du poste de CCAS. On s'est dit, on met toutes les chances de notre côté, on a le poste officiel de directeur, mais on crée aussi par intérim, au cas où on a quelqu'un qui souhaiterait venir chez nous en détachement. Donc on lui proposerait un poste par intérim, ça nous donne aussi une possibilité d'avoir quelqu'un d'avoir toutes les possibilités d'offres d'emploi existantes, quoi. Donc on a les 2, on a fait la vacance d'emploi sur les 2 postes. Parlez dans le micro. J'ai pas compris la question. J'ai pas compris. Je voulais dire, sur le poste de directeur par intérim, oui. Si je regarde sur le site de CDG, oui. Je vois qu'il y a aux environs une vacance d'emploi CCAS et on demande un directeur par intérim. Il y a les 2. Ah bon, j'ai pas vu. Il y a les 2 publicités. Madame Lebon, vous confirmez? Je confirme, il y a les 2 postes. D'accord.
Très bien, merci donc Madame la DGS donc, d'avoir répondu Monsieur Lodi. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je propose qu'on passe au vote sur ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 9. Non, rapport numéro 10. Mise à jour du tableau de classement des voies communales. Il s'agit là donc d'arrêter le tableau des voies communales. Ce dernier a été annexé à votre rapport. Je passe la parole à Madame Nadia Lesquelin donc, pour nous présenter ce rapport. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Il s'agit pour le service technique de disposer d'un référentiel unique qui pourra être communiqué à tout tiers demandeur et éviter d'avoir à collationner plusieurs délibérations en cas de besoin de confirmation du statut de la voie. Par ailleurs, cette délibération nous permettra de produire un justificatif à la région Réunion qui nous a à plusieurs reprises sollicité sur la production d'une pièce exhaustive pour les déclarations annuelles au linéaire de voirie lors de l'établissement de la dotation versée à la commune dans le cadre du FIRT, à savoir le Fonds d'investissement des routes et transports. Merci. Très bien, merci beaucoup, Madame Lesquelin. Donc, est-ce que Madame Roche, Nadia, y a-t-il des questions? Oui. Merci. Alors, on voit qu'il y a dans ce tableau une description de l'état donc des différentes voiries. Est-ce qu'il y a un calendrier prévisionnel qui est fait au niveau de la commune pour voir quelles seront les priorités de mise en état de ces différentes voies? Lors du budget d'orientation, donc on a chaque année on fait un peu, hein, donc voilà, c'est ça. Pour 2020, donc il restait plus beaucoup de temps, donc on s'est attaché à faire le chemin Gastelier, ensuite la rue du lycée. Il y a eu le chemin Kerbel aussi, mais là c'était plutôt le financement département. Cette année, donc on prévoit, si vous n'êtes bon, donc c'est le chemin des Acacias. Donc ça aussi, c'est un chemin qui est complètement défoncé, au Tevlave. Le chemin des Ananas, on avait listé la fois dernière. Voilà, donc... Le choix est fait sur les chemins les plus abîmés? Surtout, ils attendaient depuis très longtemps et c'est très... il y a d'autres chemins qui sont abîmés, mais on ne pourra pas mettre tous les chemins abîmés. Disons que l'année prochaine, on va continuer d'aller dans ce sens, c'est-à-dire s'intéresser aux chemins les plus abîmés, comme vous le dites, et pouvoir les restaurer. Donc chaque année on fait une partie, donc on n'a pas tout dit, il y a aussi le chemin donc pavé qui est prévu aussi, le chemin d'Ozinval, la partie haute, il y a le chemin La Pointe aussi, chemin La Pointe. Je trouve que cette année, si on réussit à faire prévu pour 2021, pardon. Voilà, 2021. Si on réussit à faire tout ça, donc c'est pas mal. Et puis l'année prochaine, donc on va refixer les priorités. D'autres questions? Oui. Je tenais à saluer notamment pour tous ces chemins, parce que c'est des demandes d'année en année exprimées par les habitants. On connaît plus ou moins l'état du réseau sur la commune, mais il y a un endroit particulièrement c'est celui de chemin La Pointe. Depuis des années, depuis que les habitants de Bois-Blanc les Avirons demandent ce chemin, il y a aujourd'hui une volonté politique à répondre, un peu comme ces réponses apportées par rapport au désenclavement. Le nombre d'années, depuis 30 ans, chemin Carméry, tous ces chemins Passe Capucine, tous ces chemins des Avirons où il n'y a pas eu véritablement une volonté aujourd'hui. Je crois que
L'heure est venue de répondre, de désenclaver dans ces quartiers parce que c'est une nécessité. Et ce chemin La Pointe, si abandonné depuis des années, eh bien, merci d'avoir cette volonté, monsieur le maire, d'apporter des réponses à ces habitants qui ont été oubliés depuis trop longtemps. Merci. Oui, il y a une question. Je voudrais juste peut-être avant de... ça concerne aussi le secteur Carméry brûlé, hein, puisque donc là, c'est bien avancé, l'étude est lancée. Là aussi, chers collègues, les habitants de ce quartier attendaient depuis belle lurette, depuis plus de 30 ans, donc un désenclavement. Ça nous posait énormément de problèmes de circulation puisque donc les voitures étaient garées sur les trottoirs. Et là, il y a beaucoup d'espoir puisque donc on s'est engagé déjà dans cette étude. J'espère avoir l'occasion prochainement de vous présenter donc ce tracé et donc peut-être aussi fin de l'année donner le premier coup de pioche donc dans ce quartier-là. En tout cas, il y a aussi le fait de... Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment que tous les ans, on fasse autant qu'on puisse faire cette année pour que, quand on revient à retravailler sur ces chemins, à refaire ces chemins, donc si on attend beaucoup trop de temps, ça nous coûte cher aussi. Et si on revient régulièrement, qu'on a réussi, ça permet de maintenir les chemins à un niveau, quand même, un niveau potable, je dirais. Oui, vous pouvez intervenir. Je souhaitais aussi intervenir dans la prolongation de l'intervention de mon collègue Jean-Daniel et aussi afin de souligner au conseil municipal ici présent et à l'ensemble des personnes qui nous écoutent que sur ce point particulièrement, l'ensemble des élus, conseillers municipaux et adjoints sont sollicités sur ces points et nous sommes à l'écoute de la population qui n'a pas hésité à venir nous voir, nous rencontrer, que nous avons aussi accueillis, des citoyens qui nous contactent via Facebook, les réseaux sociaux, et dans le cadre de nos réunions que nous avons de manière hebdomadaire, nous échangeons de manière collective et nous recensons et nous remontons toutes ces sollicitations, ces problématiques qui sont rencontrées par les riverains et qui ont donné lieu aux orientations qui vous ont été présentées par le maire. Voilà, je vous remercie. Oui, merci Mme Ethel Vadier donc, pour cette précision. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un outil formidable, c'est les réseaux sociaux, parce qu'en termes de participation, en termes de politique participative, nous, on regarde toutes les observations, les commentaires, des habitants et là cet après-midi je voyais donc sous un de nos justement à l'annonce de ce conseil municipal quelqu'un qui nous disait que viens aussi faire notre chemin parce qu'effectivement c'est très dégradé, donc c'est pas prévu cette année, mais je pense que le fait qu'on ait vu ça, on va aussi aller sur place constater et peut-être le programmer pour l'année prochaine. Très bien, donc concernant donc ce rapport numéro 10 qui est 10, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Rapport numéro 11, ça concerne le portage foncier par l'établissement public foncier de La Réunion, le PFR, de la parcelle AS 1481 afin de constituer une réserve foncière pour équipement public au centre-ville. J'ai demandé à l'EPFR d'assurer le portage de l'acquisition de la parcelle appartenant à la société Gamet, ancien cabinet médical du docteur Decazes, et d'une superficie de 504 mètres carrés en zone UA au plan local de Liabanis. Le propriétaire des parcelles a marqué un accord pour une vente au prix de 225 000 €. À cet effet, une convention doit intervenir entre la commune et l'établissement public foncier de La Réunion. Le PFR intervient aux conditions ci-dessous. La durée du portage de 3 ans, différé de règlement 1 an, le nombre d'échéances 3 ans, le prix d'achat 225 500 €, le capital amorti échéance de 75 166,67 € par an, frais de portage, je le disais tout à l'heure, 0,75%, donc ça aussi
c'était de bénéficier donc de l'EPFR, quelque part récupérer donc notre pénalité donc par rapport aux logements sociaux. Échéance de 1223,34 € par an. L'échéance annuelle 76 390,01, soit un coût de revient donc de 229 170,02 €. Je tiens à préciser que si on décide d'accélérer le projet sur ce terrain, la construction sur ce terrain, on a toujours la possibilité de revenir vers vous pour pouvoir réduire ces durées-là et donc de faire acquisition le plus vite possible pour pouvoir mettre en œuvre notre projet. Y a-t-il des questions? Oui. Bonsoir. Monsieur le maire, quel projet allez-vous réaliser sur cette parcelle? Alors, sur cette parcelle, donc la priorité est donnée à la police municipale, parce que vous savez, là où ils sont aujourd'hui, ils sont dans un local SEAT qui est neuf, qui est agréable, sauf que ça ne répond pas du tout aux normes de discrétion, si je puis dire ça. Quand les gens arrivent, tout le monde entend ce que la personne est en train de dire, donc il n'est pas du tout opérationnel pour recevoir le public au niveau de ce service. Et donc la priorité est donnée donc à la police municipale, et donc l'adjoint aux affaires sociales me dira aussi, donc ne contredira pas là-dessus, c'est que le service, là aussi, il y a le service du CCAS qui est en train de prendre de l'ampleur. Il y a pas mal donc de services qu'on ne réalisait pas avant, qu'on réalise aujourd'hui, on va réaliser demain, donc livraison de repas à domicile, l'épicerie sociale et tant d'autres. On a besoin d'espace pour accueillir le personnel de ce service, et on pourrait sur ce terrain réaliser donc 3 niveaux, donc un niveau de souterrain, parce que à chaque fois quand on va construire, on va déjà penser au parking souterrain, donc possibilité. En tout cas, on va pas garder le bâtiment dans cet état. Il fait 71 mètres carrés et c'est une case créole. Donc, acheter à ce prix-là juste pour avoir 71 mètres carrés, il faut vraiment optimiser, gagner en hauteur. Donc, l'idée, ça serait de 3 niveaux. Parking, le premier niveau, ça pourrait être réservé à la police municipale. Et au-dessus, ça pourrait être aussi, donc, on aurait à peu près 100 mètres carrés à chaque fois pour les besoins du CCAS. Merci. C'était la même question. Vous pouvez reposer, je donnerai la même réponse. Très bien, je vous remercie. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 12, mise à jour de la convention cadre-ville CCAS. Approbation de la convention pour l'organisation des services. Donc, je demande l'intervention de Jean-Daniel Delmont, adjoint au service social de la commune. Dans un souci donc de formalisation de l'ensemble des relations contractuelles et fonctionnelles qui existent entre le CCAS et la ville des Avirons, il convient donc d'approuver la convention cadre entre la ville et le CCAS. Dans le cadre de cette convention, la ville s'engage à apporter au CCAS pour certaines fonctions son savoir-faire et son expertise. La convention définit la nature des liens fonctionnels existants entre le CCAS et les services de la ville, au fin de permettre au CCAS de disposer des moyens de mener son action dans ses domaines de compétences. La Convention formalise notamment l'identification et la valorisation des différents moyens de la ville mis actuellement à disposition du CCAS, dont principalement les effectifs, les moyens matériels et les concours des services généraux. Suite aux nouvelles orientations politiques et notamment la volonté de créer un service de portage de repas à domicile, une épicerie sociale, la distribution de colis alimentaires issus de dons du commerce de détail alimentaire. Et là, je tiens à saluer
l'implication de notre collègue Patricia Kiclé, qui est très impliquée dans cette épicerie sociale et cette distribution. Je parle aussi des chantiers d'insertion. Eh bien, la convention initiale a été actualisée. Le comité technique a émis en ce sens un avis favorable. Bon, y a-t-il des questions? Oui. Bonsoir. Donc je pense qu'en 2018, il y a une convention cadre qui avait déjà été signée entre la mairie et le CCAS, lorsqu'il y a eu la demande de la Chambre régionale des comptes de pouvoir donner au CCAS son autonomie. Alors je ne vois pas ce que ça change aujourd'hui de signer une deuxième convention cadre. Est-ce qu'il y a une évolution dans la politique sociale? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? J'aimerais avoir une réponse à cette question. Alors, la convention initiale ne prévoyait pas tout ce qui était nouveaux services. Vous avez notamment, à titre d'exemple, le service portage de repas à domicile. Dans ce cadre-là, les services de la cuisine centrale vont être sollicités. Donc, il fallait cadrer également cette intervention dans le cadre de la convention. Les nouveaux services ont des impacts également sur la comptabilité, sur la DRH. Donc les temps de travail engagés ne sont plus les mêmes. On a modifié les annexes par rapport au personnel qui est mis à disposition. Donc pareil, on a intégré les futurs moyens qui seront nécessaires pour mettre en place les derniers projets. Donc on a, voilà les points qui ont été mis à jour par rapport à la convention initiale, Monsieur Vlotti. Alors, l'autonomie du CCAS qui a été demandée par la Chambre régionale des comptes, vous imaginez ça pour quand? L'autonomie complète? Parce que là, c'est un budget annexe, là, c'est un service annexe de la commune, donc c'est pas le but initial, c'est pas ça le but. Hein. Le but, c'est l'autonomie, établissement public indépendant. Alors, je ne sais pas si c'est à moi de vous répondre, parce que là, c'est plus... Voilà. Je crois qu'on va quand même vers une certaine autonomie, mais moi ce que je retiens au niveau de l'action sociale, c'est les réponses qu'on apporte à la population. Après, bien sûr qu'il faudra à terme qu'on soit totalement autonome dans son fonctionnement. Il y a une dizaine d'années, je parlais déjà de ça. Je vois quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits en ce sens. Il y a maintenant cette convention cadre qui facilite quand même notre travail. Parce que ce qui veut dire, si demain on est complètement autonome, on aura notre personnel, il faudra payer à nouveau donc à d'autres services pour faire fonctionner le personnel du CCAS. Il y a d'autres dépenses. On est une petite commune et c'est vrai, ça risque d'engendrer des frais supplémentaires. Aujourd'hui, je pense que ces frais supplémentaires, je préfère les mettre dans une épicerie sociale pour apporter des réponses à la population. Je préfère mettre dans des chantiers d'insertion afin de permettre à un certain nombre de personnes des avirons de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Je préfère travailler dans cette distribution de colis alimentaires pour apporter des réponses à ces familles qui souffrent sur notre commune. Oui, mais dans ce cadre-là, on ne parle pas d'autonomie. Donc on ne répond pas à la question de la Chambre régionale des comptes. Là, on est en train de créer un service annexe à la commune des Avirons. Ce n'est pas un service annexe. L'autonomie se fera à terme. Après, si c'est maintenant pour nous apporter des coûts supplémentaires, je vous ai dit, on est quand même une petite commune. Aujourd'hui, il y a une DRH, il y a toute une organisation, il y a une comptabilité. Est-ce qu'il faudra mettre une comptabilité supplémentaire? Est-ce qu'il faudra mettre une DRH supplémentaire? C'est à réfléchir, mais aujourd'hui, je vous dis, je préfère apporter ces réponses. S'il y a de l'argent qui se dégage, je préfère mettre en faveur de notre population. Le premier adjoint souhaite réagir. C'est monsieur le maire. Je rejoins tout à fait l'adjoint délégué à l'action sociale parce que, monsieur Vlotti, l'autonomie ne se décrète pas, elle se prépare. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Très bien. J'aurais une question par rapport à cette convention et le contenu. Est-ce qu'on a une évaluation de l'impact que ça va avoir sur le budget communal ? Dans cette convention, il vous est proposé justement de ne pas évaluer tout ce qui est service support pour ne pas justement générer des surcoûts. Pourquoi ? Parce que, in fine, c'est quoi ? C'est un jeu d'écriture, c'est-à-dire que plus on va gonfler la dépense sur le budget en disant qu'on met tant de moyens humains, tant de moyens techniques, etc., et qu'on les chiffre, si on les valorise, on doit les mettre dans la subvention qui va aller alimenter le CCAS pour que le CCAS rembourse à la ville après. Donc c'est pour ça que dans la convention, on vous propose de ne pas chiffrer les services supports. C'est un choix. Parce que si on les chiffre, ça veut dire qu'on augmente l'imputation comptable. Non, mais ça veut dire que ce qui est contenu dans cette convention n'entraîne pas de surcoût au sein du budget communal ? Ça veut dire qu'on vous propose de ne pas chiffrer, Oui, mais ce n'est pas ma question. Mais de surcoût, non, puisque ce sont les mêmes services qui vont apporter leur concours. Donc il n'y aura pas de surcoût. Non. D'accord. Si on a nos propres services, ah oui, si c'est le CCAS, oui, il faudra. Je sais pas si... Oui, c'était un montant que je vous demandais, mais donc s'il n'est pas encore évalué, donc voilà, c'est bon. Très bien. Donc, concernant ce rapport, qui est contre ? Qui s'abstient ? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Je vous remercie. Rapport numéro 13. Ça concerne la SPL Eden. Alors, désignation du représentant de l'Assemblée générale, complément de la délibération la délibération numéro 4 du 18 décembre 2020. Par délibération numéro 4, en date du 18 décembre 2020, le Conseil a désigné M. Piero Cantina, représentant de la commune à l'Assemblée spéciale et au conseil d'administration de la SPL Eden. La délibération devait également acter la désignation du représentant de l'Assemblée générale. Or, bien que la question a été soumise au conseil, lors du rédactionnel, cette mention a été omise. Il convient donc de régulariser cette désignation et corrélativement de compléter la délibération numéro 4 du 18 décembre 2020. Le Conseil est donc invité à approuver la désignation du représentant à main levée, à désigner le représentant de la commune à l'Assemblée générale de la SPL Eden, à autoriser le représentant de la collectivité à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision, à participer le cas échéant au vote des instances délibératives de la SPL Eden et à signer les documents correspondants. À dire que la présente délibération complète la délibération numéro 4 du 18 décembre 2020. C'est bon ? Je voulais juste... Oui, si vous voulez apporter des précisions. Je voulais juste faire mon mea culpa et vous dire que la question avait bien effectivement été soumise, vous l'aviez actée, et lors du rédactionnel final, la mention a disparu. Donc, mea culpa, c'est pour ça que ça revient devant vous ce soir, cette question. Voilà. Passe au vote. Très bien, donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, je vous remercie. Rapport numéro 14, délibération exonérant du champ d'application du droit de préemption UABin les cessions des lots du lotissement Les Belles-Combes. Le lotissement Les Belles-Combes comporte 21 lots à bâtir. Pour faciliter le travail administratif lors des ventes, il est proposé au conseil municipal de décider que les cessions relatives aux lots du lotissement Les Belles-Combes seront exclus du champ d'application du droit de préemption UABin pour une durée de 5 ans à compter de la présente délibération. Vous comprenez, il y a 21 lots, chaque fois on va envoyer le maire, est-ce qu'il préempte ou pas, donc c'est un lotissement, on n'a pas l'intention de préempter des lots dans le lotissement, donc on prend la décision de
une fois pour tout, donc pour faciliter ce travail administratif, d'exonérer du champ d'application de droit de préemption urbain les cessions des lots du lotissement. Voilà, on ne préempte pas ces lots. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 15, information du conseil municipal dans le cadre de la délégation. Cette liste vous a été communiquée, elle ne donne pas lieu à un vote. Donc, il est quelle heure? 19h43. Je lève cette séance et je vous remercie de votre participation. Rentrez bien chez vous.